Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec le cabinet de formation Promotea, euh, représenté par Nicolas Cauchy, qui en est Bonjour. directeur général, et avec Pierre Garcia, qui est formateur chez Promotea et également ancien inspecteur du travail et ancien directeur régional du travail en région Centre-Val de Loire. Voilà, un témoignage précieux sur la façon d'accompagner les élus de CSE dans leur montée en compétences et leur capacité à agir. Parce que c'est bien le thème de ce matin. Donc, moi, je suis Rodolphe Hélarlé. Je vais avoir le plaisir d'animer cette petite matinée. Je suis le responsable éditorial de Miroir Social. Donc, matinée qui va durer 1 heure. C'est un format un peu plus court que d'habitude, parce qu'il va être vraiment centré sur le témoignage de Nicolas et de Pierre. Par contre, vraiment à l'écoute de vos rebonds dans la salle. Bonjour à vous. C'est vraiment une bonne occasion pour vous aussi de partager un peu vos interrogations sur la théorie et la pratique. Hein. On se forme et la capacité ensuite pour en faire quoi. Pour en faire quoi au niveau du collectif, au niveau de la capacité à faire bouger des lignes avec les employeurs, avec les salariés, à embarquer les salariés. Bref, moult sujets. Et donc, c'est bien l'angle de ce matin, c'est de dire comment se former, comme un élu qui se forme. Certes, c'est pour faire appliquer le cadre, la règle, la loi, la règle qui a été négociée, veiller à son application. Ça, c'est clair, c'est le sujet. Mais c'est surtout aussi de voir dans quelle mesure, à partir du cadre qui a été de la règle, on est capable de la dépasser et de l'améliorer. Et là, c'est le champ de la négociation. Et c'est tout le sujet qui nous intéresse ce matin, d'être capable de dépasser la règle, surtout quand elle est minimaliste. Et Pierre l'étayera vraiment très bien avec la réforme des ordonnances sur le CSE et les effets induits de ça. Donc, n'hésitez pas à profiter du chat à fond. Des questions aussi, vous pouvez. On regardera les deux. Hein. Et donc, je ne vais pas être plus long. Et donc, on va commencer avec toi, Nicolas, pour présenter peut-être. Je vais vous mettre le lien pendant que Nicolas va parler. Je vais mettre le lien vers. Là, je vous ai mis le lien vers Promotea et vous pourrez découvrir un peu tout le catalogue formation de Promotea. Et Nicolas, si tu peux donc nous présenter un peu le Promotea, très vite, et c'est vraiment, ça légitime complètement l'approche qu'on a ce matin, c'est de voir que Promotea, c'est une création nouvelle, c'est l'alliance de l'expertise entre un cabinet d'avocats qui est Atlante et l'expertise de Secafi, et donc comment on marie le juridique avec l'accompagnement auprès des CSE et comment on rend le juridique opérationnel. Et c'est tout l'enjeu de Promotea. Et donc, Nicolas, je te laisse mieux le dire que moi. Merci Rodolphe. En même temps, tu as bien résumé les choses. Nous avions un partenariat depuis 20 ans entre les experts de CECAFI sur les questions économiques, les questions de santé au travail et le cabinet d'avocats Atlante. L'un et l'autre développer une activité de formation des élus de CSE et de CSSCT. Et il nous a semblé, à la sortie de la crise sanitaire, que l'offre globale de formation des représentants des salariés avait vieilli, elle avait du mal à s'adapter aux nouvelles conditions d'exercice, elle restait très juridique et organisée sous forme de cours magistraux un peu rébarbatifs avec des salles de classe où on est assis pendant 7 heures à écouter un intervenant brillant comme toujours, mais néanmoins pas très interactif. Et on a considéré qu'on avait un intérêt à créer un organisme de formation à part entière pour porter une offre pédagogique modernisée, plus en phase avec ce que les élus nous réclamaient depuis plusieurs mois. Et donc, en développant une capacité d'ingénierie pédagogique un peu supérieure, de manière à substituer au cours magistral quelque chose de plus équilibré dans lequel
il y a toujours l'apport de connaissances théoriques, c'est indispensable, en particulier les références au code du travail et tous ces sujets réglementaires, mais aussi une place beaucoup plus importante au partage d'expériences entre élus dans un groupe et avec le formateur. Vous entendrez Pierre tout à l'heure, vous verrez que Pierre a une expérience très riche et que tout ce qu'il peut apporter comme illustration et comme proposition de contenu dans les formations génère toujours des réflexions et des changements de comportement dans les élus qui l'accompagnent. Et puis, on a aussi besoin, dans une formation, à côté de l'apport magistral et du partage d'expérience, d'avoir des exercices de mise en situation pratique. Donc ça, on en a développé beaucoup. Et puis, du temps de validation des compétences acquises, parce que au bout du bout, une formation, elle est bien conçue pour permettre à des gens d'acquérir des compétences ou de développer des compétences qui sont insuffisantes au démarrage. Et il faut s'assurer que à la sortie, tout le monde a bien compris comment ça fonctionne et comment faire mieux après que avant. Voilà. Donc, les juristes et les avocats qui participent à ces formations étaient parfaitement au fait de ces difficultés, de cette ambition, et ils nous ont beaucoup aidé à revoir nos programmes, à concevoir des parcours de formation en intégrant ces éléments de mise en situation, de partage d'expérience et de confrontation avec des situations réelles beaucoup plus fortement que ça pouvait se faire historiquement dans les organismes de formation des représentants des salariés. Nicolas, d'ailleurs, là-dessus, tu parles de mise en situation. En quoi, et tu parles de parcours, c'est en quoi, par exemple, la mise en situation, ça sous-entend aussi d'être capacité de coller à la réalité du terrain vécu par les salariés. Ça se caractérise comment par exemple, cette adaptabilité à l'actualité, enfin, à ce que vivent les élus, pour que ça résonne et que ça puisse faire écho avec ce qu'ils apprennent. Excusez-moi. Écoute, je pense que pour répondre à ta question, je peux utiliser une illustration récente. C'est quelque chose que une formation que j'ai animée moi-même il y a pas 2 semaines, hein, il y a à peine 2 semaines. Les représentants du CSE nous ont sollicité pour faire les 5 jours de formation santé-sécurité prévus par le Code du travail de manière un peu classique. Donc, c'est un programme qui est dense, hein, qui est assez riche, dans lequel les 2 premiers jours vont aller beaucoup sur les concepts de danger, de risque, de prévention du risque, et puis ensuite sur tous les acteurs qui interviennent dans la prévention des atteintes à la santé, l'inspection du travail, le médecin du travail, le chef d'entreprise, l'ANACT et tout autres organismes qui produisent des référentiels et des normes en matière de santé. Et puis les 3 jours suivants vont aller sur la mise en pratique de cette dimension de prévention des atteintes à la santé des salariés, qui passe par l'étude et l'amélioration des documents de prévention obligatoires, le DURP, le Patriot Act, qui passe par la méthodologie qui peut être mise en œuvre pour organiser régulièrement, tous les trimestres, idéalement, des visites de sites et des rencontres avec les salariés, mais qui passe aussi par des points éventuellement d'approfondissement sur des sujets un peu sensibles, comme les risques psychosociaux dans le monde tertiaire, comme le port de charges lourdes ou les troubles musculo-squelettiques dans un environnement plus manuel. Et donc, c'est un programme, en réalité, qui permet de parler pendant 5-6 jours sans trop se poser de difficultés. Et dans l'exemple que j'évoque, je suis arrivé le lundi matin pour le démarrage de la formation. Il se trouve que 3 jours plus tôt, le jeudi précédent, un sous-traitant, en l'occurrence, s'était présenté sur le plateau de l'entreprise dans laquelle j'intervenais. Et après avoir envoyé un email à toute la direction en disant qu'il n'était pas en capacité de faire le travail qu'on lui avait acheté parce que eux-mêmes ne faisaient pas leur travail, il s'est ouvert les veines sur place
Alors, c'est des situations dramatiques et que, évidemment, je ne souhaite à personne, mais il a été sauvé, et je vous rassure tous, mais il y avait un des salariés, une compétence de sauveteur pompier, il a réussi tout de suite à appeler, enfin, d'abord à stopper l'hémorragie et à mettre en place tout le dispositif de secours. Mais vous imaginez que sur un open space où il y avait 50 personnes, c'est une situation extrêmement traumatisante. Et donc, lorsque je suis arrivé le lundi, par définition, les élus étaient encore sous l'émotion et le choc de cette tentative de suicide. Et on immédiatement dit, on a lancé une alerte pour danger grave et imminent, mais en fait, on n'en a jamais fait. On ne sait pas bien comment ça marche. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Une fois qu'on a rempli le registre dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait maintenant concrètement? Et c'était encore une situation chaude. Si bien que toute la semaine de formation s'est déroulée et à la fin, j'ai pu évoquer tous les sujets parce que dans un danger grave et imminent, on est en interaction avec l'inspecteur du travail, on est en interaction évidemment avec l'employeur. Il est question d'organiser une enquête sur des considérations idéalement de prévention qui dépassent le traitement de l'incident. Les pompiers l'ont emmené, il est allé à l'hôpital et ça c'est résolu. Mais qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça se reproduise? Qu'est-ce qu'on fait pour apporter du réconfort à tous les salariés qui ont été choqués par la situation? Comment on analyse l'origine de cet incident et toutes ces choses, et toute cette dimension de prévention par anticipation sur l'organisation? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire avec ce sous-traitant pour que l'incident n'arrive pas? En fait, toute la semaine a été l'occasion, évidemment, en remoulinant en permanence le programme tel qu'il est initialement construit, d'accompagner les élus pour les aider à ce qu'à la fin, une enquête conjointe avec l'employeur ait bien lieu, avec la supervision et l'information régulière de l'inspection du travail et avec un accompagnement par la communication et la présence auprès des salariés pour que toute cette tension puisse s'apaiser. Donc voilà, ça c'est évidemment une situation un peu exceptionnelle, mais ça arrive. Et Pierre en témoignera sur d'autres exemples tout à l'heure, mais il y a toujours un élément dans l'actualité au moment où le formateur se présente dans l'entreprise qui amène à dire on oublie un petit peu le programme et on va essayer de réfléchir ensemble à la manière dont on pourrait prendre du recul, de la distance et mettre en place une opération ou une conduite du changement ou une coordination entre nous dans l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise, des salariés, de la santé, etc. Ouais. Et Nicolas, ça sous-entend que toute une ingénierie au niveau des ressources dans lesquelles les formateurs peuvent piocher une grande souplesse dans la distribution des ressources. On est d'accord? Ça sous-entend oui, c'est ça. Maintenant, alors, Calliope a beaucoup aidé, d'ailleurs, ils encouragent à ça, la normalisation des formations, mais les programmes sont organisés en modules d'une demi-journée maximum. Et idéalement, ce que nous, on essaye de faire, c'est que dans cette demi-journée, il y ait toujours un temps un peu d'apport de connaissances et un temps de mise en situation pratique ou de partage d'expérience. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on peut, il y a un ordre logique initialement proposé, mais tout est très modulable en réalité. Et on peut prendre un sujet en premier et le mettre sur la fin de la session. Le tout est de s'assurer que, à la fin, les élus disposent de l'ensemble de la matière dont ils ont besoin pour exercer leur mandat. Et ça, les supports garantissent cette exhaustivité et cette conformité au Code du travail en particulier. Ok. Nicolas, il y a un autre point, c'est tu parles de mise en situation. Mise en situation, ça amène aussi à la capacité à faire travailler ensemble les élus dans le cadre des formations et l'exercice, par exemple, de coordination sur les prises de décision, etc. En quoi c'est potentiellement plus important que la maîtrise au sens strict, complètement carré de toute la règle juridique. Par exemple, quand on cadrait, c'est par exemple sur l'histoire de l'ordre du jour. Est-ce qu'on se focalise, on reste scotché sur le cadre juridique, ou alors il y a plus intérêt à voir comment on s'entend ensemble pour avoir présenter un ordre du jour qui tienne la route?
Bon, alors, l'exemple de l'ordre du jour est intéressant parce que au bout, il fait l'objet d'une discussion bilatérale entre le secrétaire du CSE et l'employeur. Et il faut que les deux s'entendent. Bon, il y a une procédure d'arbitrage possible, mais il faut que les deux s'entendent sur l'ordre du jour. Mais une fois qu'on arrive dans l'instance et que l'ordre du jour a été établi préalablement, l'exercice devient intéressant lorsque les élus s'accordent autant que possible sur les sujets qu'on peut évacuer rapidement parce que c'est des sujets d'information pratique rapide, les sujets qui potentiellement sont de nature à engendrer un débat, voire une confrontation d'idées un peu vive avec l'employeur. Ça fait aussi partie du quotidien. Et puis, il y a des sujets qui sont dont on sait qu'ils vont prendre du temps parce que lorsqu'un expert vient présenter son rapport, ça lui est difficile de le faire en moins d'une heure dans le meilleur des cas. Donc, ça fait forcément des points qui durent un petit peu. Et, en revanche, sur lesquels toute la formalisation, la rédaction des avis, etc., peut être assez facilement anticipée pour gagner un petit peu de temps. Et ce qu'on encourage en particulier, c'est dans les formations, c'est encore une illustration, c'est à veiller à maintenir dans un ordre du jour les points d'information ou consultation récurrents et habituels, mais aussi les points qui renvoient à l'ancien travail des délégués du personnel avec des questions du quotidien, les réclamations individuelles et collectives. C'est pas forcément des sujets qui doivent durer des heures, mais il y a des questions de une absence qui tarde à être remplacée, qui génère une surcharge de travail, dans les jours où il fait un peu chaud, une climatisation défaillante, de l'accès à de l'eau fraîche dans une salle de repos. Enfin, c'est des sujets qui font partie du quotidien de la vie de l'entreprise et que les DP avaient l'habitude de traiter, que le CSE a reçu en héritage et parfois qu'ils sous-estiment dans leur part dans l'ordre du jour. Et puis, l'ultime progrès qu'on arrive à observer, c'est quand une question n'a pas obtenu de réponse parce que l'employeur n'est pas forcément prêt, surtout immédiatement, d'avoir un tableau de suivi des questions sur lesquelles on a entendu à la fin, bon, je prends le point, j'en parle la prochaine fois. Ben, la prochaine fois, il faut vraiment en parler quand même. Et donc ça, les élus, les CSE assez performants apprennent à se coordonner pour avoir un suivi comme ça des sujets qui ont fait l'objet des réunions précédentes et qui n'ont pas finalement été résolus et qui ont besoin d'avoir un complément d'information ou un petit rappel. Ça, c'est un travail très collectif et qui nécessite un minimum de discipline parce que si ça n'est pas organisé, ça amène à des réunions fleuves qui s'étalent sur des heures à rallonge. Voilà. Ok. Nicolas, petite question. Enfin, je t'invite. Tu peux pas répondre par écrit ou à l'oral comme tu veux, mais d'Amandine, c'est votre capacité à former en inter, c'est-à-dire l'ensemble des CE trans-étiquettes, au-delà des étiquettes. Ouais, elle a raison, Amandine. Il n'y a pas de situation, il y a pas de situation idéale ou unique. On a des demandes qui viennent d'un syndicat qui veut surtout pas parler à tous les autres. La majorité des demandes, quand même, j'insiste là-dessus, c'est un CSE dans sa diversité de composition qui demande à avoir une formation avec le même formateur. C'est quand même le cas le plus fréquent. Voilà. Mais je vais même aller plus loin. Il nous arrive dans des sujets de formation, en particulier sur le harcèlement ou les harcèlements ou sur des sujets de prévention des atteintes à la santé en matière de charge du travail. On peut proposer de temps en temps qu'un représentant de la direction vienne passer 2 heures dans une formation pour entendre en présence d'un tiers qui est le formateur, tel ou tel propos. Qu'il assiste à toute la formation, ça pourrait éventuellement brider les prises de parole, mais
il y a aucune interdiction. Et oui, pour répondre plus précisément à Amandine, lorsque on forme des élus représentant plusieurs organisations syndicales, le travail de coordination est d'autant plus important, évidemment, de se dire il faut que toutes les expressions puissent trouver une place dans un ordre du jour, et en même temps tout le monde a intérêt à ce que les réunions soient un tant soit peu efficaces et ne deviennent pas des tribunes politiques, parce qu'alors là on perd la moitié des participants au bout d'une demi-heure. Nicolas, tu parlais tout à l'heure des mises en situation et je vais partager un exemple de ce que vous avez fait et que vous pouvez télécharger. Donc, si tu peux nous parler de CSE Challenge. Oui, bien sûr. C'est une assez grande fierté en plus, cet outil. Le sujet encore une fois, de sortir autant que possible du cours magistral et du côté un petit peu rébarbatif pour un non-juriste d'une lecture article par article du Code du travail, en particulier sur les sujets de fonctionnement, l'ordre du jour, les convocations, les heures de délégation, le procès verbal et sa diffusion, etc., etc. Et donc, dans un premier temps, pour ces sujets juridiques, et puis ensuite on a élargi, on s'est dit que c'était intéressant de couper dans une formation les temps de cours et les temps d'exercice, et on a voulu fabriquer un jeu. Donc comme vous voyez, c'est un jeu de plateau avec comme un jeu de loi, avec des cartes, avec des questions, des exercices, etc., et qui permet en fait de créer une petite animation un peu en compétition. Donc chaque équipe doit compléter l'espèce de blason qui figure au milieu du jeu en répondant correctement à plusieurs questions. Et lorsque le blason est complet, ça déclenche un petit jeu de rôle avec un point d'ordre du jour sur lequel on leur demande de trouver la solution pour se mettre d'accord sur un sujet courant. On en a un sur l'introduction d'un nouvel outil digital pour les entretiens annuels individuels sans avoir besoin de faire un entretien physique. Donc ça fait toujours beaucoup réagir, ça marche assez bien. Et voilà. Et donc, dans un premier temps, c'était des questions plutôt sur le fonctionnement, avec, voilà, vous avez un exemple ici. Le CSE peut-il afficher le procès-verbal des réunions à tous les salariés? Oui, avec l'autorisation de l'employeur. Oui, après approbation en réunion. Non, seules les organisations syndicales peuvent le faire. Ou seuls les représentants de proximité peuvent le faire. Évidemment, les réponses n'apparaissent pas immédiatement. Elles viennent dans un second temps. Et en fait, ce type de petites questions comme ça permet d'avoir des échanges et de confronter entre les plus expérimentés et les plus novices, leur impression et d'apporter finalement la solution qui est celle du code et celle qui peut être mise en pratique. Donc voilà. Et au départ, c'était que le fonctionnement, et depuis, on a rajouté toute une série de questions sur la santé au travail, toute une série de questions sur des éléments d'actualité, le télétravail, le harcèlement, le RGPD, règlement sur la protection des données individuelles, etc., etc. Donc en fait, au final, on a la possibilité d'intercaler dans une journée de formation des moments de jeu avec où on lance des dés, on déplace des pions et on pioche des cartes pendant 1 heure, 1 heure et demie, et ça maintient une attention beaucoup plus importante, parce que à la fin de la journée, les gens se souviennent de ce à quoi ils ont joué et savent que s'ils veulent trouver l'information, en fait, elle est à tel endroit dans un support ou dans un code, et il n'y a pas besoin de tout apprendre par cœur. Alors Nicolas, avant de passer la parole à Pierre, vous travaillez également, alors là c'était la séquence teasing, alors là tu nous as montré le jeu de plateau, et donc vous travaillez sur un escape game, je vais y arriver. Ouais. C'est ça, on ambitionne de sortir en décembre, on a commencé les travaux dessus, un jeu qui ira sur
la compréhension des causes d'un accident et la mise en place des mesures pour éviter que cet accident se reproduise, et donc qui ressemblera effectivement à un escape game, c'est-à-dire que pour sortir de la pièce dans laquelle on est enfermé et qui est la situation dramatique et l'accident qui a été vécu, il faut réunir les différents indices et les différents éléments de compréhension. Et une fois que ces pièces sont réunies, à ce moment-là, on peut passer à l'étape suivante. Et ça, on va essayer de le faire de manière, enfin, on va le faire de manière un peu plus interactive et digitale, pour que chacun puisse aller chercher les indices sur un espace dédié et tout en étant dans la pièce avec le formateur pour pouvoir toujours interagir, etc. Donc, on y travaille. On a une première situation d'accident qui est pas loin d'être prête et on voudrait en avoir 3 ou 4 pour enrichir notre boîte à outils pédagogique de cet outil supplémentaire en toute fin d'année. Merci pour le teasing. Ouais, non, mais ça sera intéressant. Ça sera encore plus intéressant s'il y a des directions qui participent au truc. Entendu. Merci à toi. Alors, avant vraiment de te passer la parole, Pierre, après, ça sera à toi complètement. J'ai oublié attendez, je vais vous partager. Merci, Nicolas. Et je vais partager une petite vidéo. Attendez. Par rapport à ce que vous avez entendu, ben voilà, là vous allez avoir le petit écho de ça dure 1 minute. Je suis membre du CSE depuis 2 ans et je fais cette formation SSCT qui est importante pour moi pour qu'on puisse savoir comment faire notre mission. Nous avons appris différents outils, différentes méthodologies et surtout ça nous apprend à les mettre en œuvre. Au niveau de la formation, moi j'ai trouvé qu'elle était très complète, très claire. Elle est très interactive, il n'y a aucun moment où on s'ennuie, où on nous descend des slides avec des lois. Moi ce que j'ai plutôt envie, c'est d'aller encore travailler par la suite pour vraiment maîtriser toutes les lois qu'on nous a données. Et je remercie notre formateur qui nous propose même des entretiens téléphoniques après la formation, de manière à nous accompagner, parce qu'effectivement, une fois qu'on aura digéré tout ça et comment ça va être en pratique, on aura des nouvelles questions et il se met à notre disposition et je le remercie pour ça. Alors, je ferme l'attaque. Pierre, à toi la parole. Alors, toi, Pierre Garcia, toi, donc, tu es ancien inspecteur du travail. Tu as formé des élèves inspecteurs du travail. Tu es ensuite passé dans la partie managériale, hein, de encadrement de la DGT. Et donc, tu es devenu directeur régional du travail dans 2 régions et donc maintenant tu es formateur à la faveur de ta retraite. Donc tu es formateur sur la partie fonctionnement du CSE et également santé au travail, hein, si je me trompe pas. Et donc, déjà pour rentrer par rapport à avant de rentrer dans le dur par rapport de ton expertise, mais déjà en rebond de ce qu'a dit Nicolas. En ayant ton expérience de formateur d'élève inspecteur il y a quelques années, et maintenant la démarche de formation dans laquelle s'inscrit pour META, comment tu te sens? Est-ce que pour toi, c'est complètement à l'aise pour partager ton expertise avec les élus? Ça te correspond parfaitement? Oui, alors, moi j'ai passé en fait toute ma vie à faire de la formation, hein. J'ai été effectivement assez rapidement formateur à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en formation initiale. Donc j'ai formé pendant plus de 10 ans les élèves inspecteurs sur le travail précaire, méthodologie d'enquête d'accident du travail, beaucoup droit pénal du travail. Et puis ensuite j'ai continué dans différents postes. J'ai animé des sessions de formation sur le dialogue social sur différents territoires et avec des collègues du ministère du Travail ou avec les partenaires sociaux. Et je veux dire que ma carrière, elle est marquée principalement par cette démarche, hein. C'est toujours sur les territoires ou dans les entreprises, voir comment on associe les acteurs pour on va dire, résoudre les problèmes qu'ils rencontrent, hein, que ce soit les problèmes
quotidiens ou des problèmes plus stratégiques. Donc, je dirais, mes 40 ans au ministère du Travail ont été passés à ça. Vous dire quand même que l'Institut national du travail n'est pas une école académique où on fait du droit du travail comme on le fait à l'université. C'est une école pratique. Et justement, pour rebondir par rapport à ce qui est fait avec Prométhéa, le droit est utilisé à chaque fois pour traiter des sujets et voir comment on interroge les outils, comment on interroge la méthode. Et donc, au fond, moi, que ce soit dans ma démarche au ministère ou aujourd'hui dans ma démarche avec Prométhéa, je suis toujours dans la même logique. On n'est pas là pour simplement lire et commenter le droit du travail. Il faut le faire, c'est nécessaire. Mais surtout, on est là pour voir comment ce droit est un droit vivant, pour reprendre l'expression de Jean-Emmanuel Rey, et pour voir comment, à partir de cet outil, on peut traiter tous les sujets qui nous sont soumis. Et moi, en tout cas, à travers cette expérience maintenant nouvelle chez Prométhéa, je réalise aussi d'une certaine façon un rêve, parce que j'ai essayé de voir comment animer des espaces de formation partagés dans les différents territoires. Là, je me rends compte qu'avec Prométhéa, on a la possibilité d'accéder en permanence, toutes les semaines, à des groupes de 10, 15, 20 personnes. Parfois, pour répondre à la question d'Amandine, avec le plus souvent quand même avec des groupes qui sont plurisyndicales, qui sont multisyndicales. Moi, j'ai plus souvent des groupes avec toutes les compositions du CSE que des groupes purement mono-syndicaux, quoi. Alors justement, Pierre, par rapport à ça, c'est quoi ton retour sur comment tu vois ces groupes fonctionner avec l'ingénierie, où justement il ne s'agit pas de simplement rester scotché sur la règle, etc., comme à l'école, etc., et de sortir de sortir de là. Comment tu vois les dynamiques à l'œuvre? Alors, les dynamiques collectives se font très très rapidement. Les gens viennent, d'ailleurs tous plus ou moins avec les mêmes interrogations. Ce que j'observe, c'est que les anciens ont quasiment les mêmes préoccupations et les mêmes difficultés que les nouveaux, parce que dernièrement, il y a les ordonnances qui sont passées par là et qui bouleversent quand même beaucoup le fonctionnement des instances de représentation. Donc, il n'y a pas de rupture de cassure entre les anciens et les nouveaux. Et je pense que tout le monde rencontre la même difficulté de pouvoir mobiliser les moyens au vu de ces ordonnances. C'est-à-dire qu'il y a quand même un problème de lecture. Et ce qui soude le groupe, finalement, c'est qu'ils ont tous le même besoin et que en tentant de répondre à ce besoin, tout le monde est dans la même dynamique. Quand je commence mon intervention par justement un tour de table sur le besoin exprimé individuellement par chacun. Et je me rends compte que quasiment dans tous les cas, j'ai au tableau, je commence par c'est les fondamentaux. Ils veulent vraiment refaire un point général sur la compréhension du cadre juridique dans lequel ils sont et sur les outils qu'ils peuvent mobiliser. Ok, alors on y est, on y est. Là, tu as vraiment dressé le contexte et par rapport au fonctionnement du CSE, toi, quand tu interviens en formation et quand on préparait l'entretien, tu m'expliquais le point clé pour toi, c'était que les ordonnances Macron dont tu as parlé, qui ont introduit les CSE sont, le cadre, je reprends tes expressions, le cadre, il est minimaliste, la règle, elle est minimaliste, et donc à partir de là, si on négocie pas ou si on négocie mal, en fait, le cadre, il est inopérant. On peut rien en faire, ça va ça fonctionne pas, ça tourne dans le vide. Donc, toi, quels sont en formation le message que tu fais passer pour faire prendre conscience que le cadre, il suffit pas? Et ça veut dire quoi, bien négocier, et qu'a priori, à t'entendre, il y aurait matière à renégocier, demander des accords de révision
assez nombreux parce que c'est le cadre, il n'est pas bon, quoi. Alors, pendant la formation, de toute façon, en permanence, on va questionner les accords qui ont été conclus dans l'entreprise. On s'appuie sur les documents, les accords qui concernent spécifiquement l'entreprise concernée. Et on relit ensemble, alors pas tout, hein, mais on pointe un certain nombre de sujets et on lit l'accord. Je questionne beaucoup les représentants du personnel aussi sur les conditions dans lesquelles l'accord a été négocié. Ce qu'ils disent, c'est que le plus souvent, presque toujours, un projet d'accord est présenté par l'employeur. Il n'y a pas forcément de contre-proposition faite par l'organisation syndicale, de contre-proposition écrite. Il y a des contre-propositions qui vont se faire après au cours de l'échange. Mais la négociation se fait vraiment de façon très très asymétrique, avec un chef d'entreprise qui veut rarement bouger les virgules. Et donc à la fin, on a un schéma qui correspond vraiment à ce que l'employeur a souhaité. Et je trouve que beaucoup d'accords se ressemblent, pas dans les grosses entreprises, mais quand je dis que le schéma est minimaliste, c'est que on rentre pas dans le détail de sujets qui sont pourtant extrêmement importants. C'est si on dit que finalement une des fonctions importantes du CSE, c'est d'être informé, consulté. On voit bien que le contenu de l'information et les modalités de l'information méritent d'être précisées. Les ordonnances permettent d'apporter des précisions dans l'accord. Mais le plus souvent, on ne trouve pas grand-chose. Et donc, il y a un travail, ce que j'essaie de faire avec les participants, c'est de voir quelles sont, au fond, les informations qui leur sont nécessaires, quels sont les éléments peut-être à prévoir, à inscrire dans le marbre, dans les documents qui leur sont remis régulièrement, pour pas avoir à réinventer l'eau chaude à chaque fois, et comment ensuite pouvoir inscrire dans le marbre tout ça et de manière durable. C'est-à-dire au fond, parce que la question que je vais reposer, c'est celle de la révision de l'accord. C'est de voir, soit on répète les mêmes choses chaque année et on perd beaucoup de temps, soit alors on essaie de convaincre l'employeur de modifier sa façon d'aborder ces questions-là et donc on invite à une révision de l'accord. On peut même pointer du doigt les éléments essentiels apportés dans la révision. Alors, je le dis pour l'information, mais je le dis aussi pour la consultation. Parce que recevoir des informations, c'est une chose. Mais ensuite, être consulté, c'est bien sûr donner un avis motivé, un avis qui peut qui devra, si possible, passer par intégrer des propositions. Mais entre le moment où on reçoit l'information et le moment où on donne un avis, il faut qu'il y ait un temps aussi d'échange et de discussion avec l'employeur. Moi, j'appelle ça le dialogue social. Je pense que le jeu au sein du CSE ne peut pas seulement consulter, à recevoir de l'information et puis à donner ensuite un avis éclairé. L'essence même du CSE, c'est de permettre l'échange, de permettre aux salariés d'être éclairés sur les projets de l'employeur et puis d'apporter des propositions. Si ce travail se fait uniquement en bout de procédure de consultation par un avis qui va être traité rapidement en un quart d'heure en la séance pour lequel il sera traité, on dénature l'institution. Alors, sur certaines questions, ça va au-delà. Moi, il me semble important de faire aussi l'apprentissage de l'interaction. Et je pense que dans le domaine de la santé et de la sécurité, le code il dit que les membres du CSE interviennent dans l'évaluation des risques professionnels. Ils n'interviennent pas seulement pour donner un avis,
sur le bilan, sur le Papri Pacte, sur des éléments de cette nature, mais ils sont co-auteurs et je pense que il y a donné son sens à ces textes, leur sens à ces textes pour permettre aux élus de jouer pleinement leur rôle. Ils n'en mesurent pas toujours la possibilité et ce travail se fait, je trouve, sans intervention suffisante aujourd'hui des représentants du personnel. On voit que un document comme le DRP ne leur parle pas. Ils sont peu habitués à l'investir. Au cours de la formation, j'invite les participants à aller se chercher dans le DURP, disant mais on doit retrouver votre unité de travail, on doit retrouver vos activités, on doit retrouver les risques auxquels vous êtes exposés. Et donc, déjà pour vous, il peut être intéressant de voir ce que vous en pensez. Et cet exercice-là, je me rends compte que dans une multitude d'entreprises, j'étais étonné même chez Abus il y a pas très longtemps, cet exercice-là n'est pas aujourd'hui acquis. On ne sait pas faire. Et donc, si on va au-delà, tout à l'heure Nicolas parlait des accidents du travail. Je pense qu'il y a pas suffisamment d'enquêtes et les élus n'ont pas suffisamment d'informations sur les accidents. Le circuit est mal déterminé. On apprend aussi à travailler sur ce sujet-là, comment on va être informé de la totalité des accidents, puisque le CSE peut participer à des enquêtes. Il peut faire des enquêtes avec l'employeur. Donc, comment on organise l'information et comment aussi on apprend à faire l'enquête et pour en faire quoi. Mais moi, je pense que les participants sont en général passionnés par la démarche. Hein. Ils ne trouvent aucune difficulté, du coup, à relire le code du travail et puis à voir en quoi le code est un outil utile pour eux, pour on va dire contraindre l'employeur à faire ce qu'il doit faire, à remplir ses obligations. Ok. Pierre, à t'entendre, on sent bien qu'il y a un travail, et c'est le sens aussi des formations, donc de mettre en situation, faire travailler ensemble les élus et pour les faire produire quelque chose et de formaliser, de structurer. Comme tu parlais, il y a le constat, l'analyse, les propositions et ça amène à la question de la capacité à produire, l'appropriation des élus. C'est-à-dire, si on prend l'exemple de l'expertise, il y a un droit à expertise, tu notais qu'elle était sous-utilisée, mais quand elle est utilisée, ça sous-entend derrière, et ce travail n'est pas tout le temps fait, que les élus se l'approprient et que ça soit pas l'expert qui porte la parole, que les élus s'en servent comme une ressource, point. Et ça, c'est parce que je reprends ton terme, je vais reprendre ton terme, tu dis la meilleure expertise est celle que l'on partage avec l'employeur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'on se l'est approprié et que… Oui. Bon, les situations sont très variables d'une entreprise à une autre et aussi d'une direction à une autre. Il y a des directions qui jouent le jeu. Moi, je pense qu'elles sont pas très nombreuses quand même. Aujourd'hui, il y a quand même, quand on discute en aparté avec les chefs d'entreprise, il y a un désintérêt pour le dialogue social. Il y a quand même un grand désintérêt pour les questions qui concernent à la fois la négociation collective et le CSE. Alors, bon, comment on s'approprie l'expertise ? Je pense que selon les sujets, il me semble quand même que l'élu passe assez de temps avec l'expert pour comprendre ses conclusions avant qu'elles soient présentées au CSE. Je pense qu'il y a, on est un peu rebuté par la matière. Enfin, on a toujours souvent l'élu a l'impression qu'il va pas y arriver. Il y a un manque de confiance en lui, parfois lié à un manque d'expérience. Mais je pense que c'est
ces formations qui permettent de travailler sur des dossiers, sur des situations pratiques, sur des cas vivants, sur des cas qu'ils ont traités eux-mêmes, montrent que, in fine, il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Hein. Il y a toujours une dynamique de groupe qui fait que le sujet va être bien traité. On fait du travail au tableau. Moi, je ne fais pas de PowerPoint. Je pense que ça facilite, c'est mon point de vue pédagogique, hein, je pense que ça facilite pas forcément le travail des participants, des stagiaires. Et on travaille beaucoup sur dossier. Et je pense que la formation permet justement d'enrichir cet apprentissage. Entendu. Alors, Pierre, mais par contre, comme tu l'as dit, avant que je te lance là-dessus, enfin, tu notes que les employeurs, une frange d'employeurs qui est pas négligeable, le dialogue social, au-delà des discours, ça leur passe largement dessus de la tête et ils se mettent pas les moyens de le faire vivre. À partir de là, c'est quand même une source de frustration pour les élus. Il y a une question de Lionel, de Marusquin, de Lisa, qui dit voilà, les élus qui bossent, qui vont faire le boulot, qui vont vraiment faire le boulot d'appropriation pour structurer des dossiers, des éléments à apporter pour nourrir le dialogue social et une direction qui va être complètement fermée. C'est un peu de la frustration. Donc, c'est quoi quand même on voit on a des directions en face qui, en fait, n'ouvrent pas la porte, la moindre porte. C'est quoi l'alternative l'inspection du travail? Alors, je vous ai dit que j'ai passé 10 ans à faire du droit pénal du travail, donc je vais pas passer à côté du sujet. Hein. Moi, je pense bien sûr quand l'employeur ne veut pas entendre un certain nombre d'arguments, lorsque on soumet à l'employeur, on rappelle à l'employeur ses obligations, et il n'y a pas que l'inspecteur du travail qui peut le faire, les représentants du personnel sont bien sûr fondés à le faire. Moi, je remets un document qui fait un rappel de tous les textes en la matière, donc ils peuvent piocher par fiche, ils peuvent piocher là-dedans, et donc ils peuvent le faire. Le plus souvent, ils se font aider par des abonnements à des cabinets juridiques. Hein. On parle beaucoup d'Atlante dans les formations que je fais. Donc ils sont aidés par des cabinets d'avocats pour justifier leurs demandes. Mais enfin, si l'employeur ne met pas en œuvre ce qui lui est rappelé, à ce moment-là, il faut faire siffler les balles. Hein. Alors, il faut saisir l'inspection du travail. Si l'inspection du travail ne vient pas, on peut toujours agir par des citations directes auprès des tribunaux. Je pense d'ailleurs que l'essentiel de la jurisprudence avance comme ça. Et il faut le faire. Je pense qu'il n'y a pas suffisamment, à mon sens, il n'y a pas suffisamment d'action pénale. Il faut épuiser toutes ces ressources dans le dialogue. Il faut vraiment essayer de convaincre. Il faut apporter les éléments de motivation à nos demandes. Mais à un moment donné, si l'employeur est sourd, reste sourd et ne met pas en œuvre, il faut organiser des actions judiciaires. Alors justement, on travaille sur des résolutions. L'avis motivé, donc qui va être appelé résolution. Dans la résolution, on peut aussi rappeler à l'employeur on doit rappeler à l'employeur ses obligations, et on peut dans la résolution aussi faire connaître nos intentions. Voilà. Et là, on peut inviter ensuite, on peut transmettre la résolution à l'inspection du travail. J'explique de l'interne comment ça fonctionne. Les services sont en crise. L'inspection du travail connaît une crise gravissime actuellement, hein, en termes d'effectifs et de formation. Il y a vraiment de très gros problèmes pour arriver à faire intervenir ces services aujourd'hui dans l'entreprise. Alors, je pense que si on va voir l'inspecteur, on lui explique, on lui remet le dossier, on lui montre l'importance de l'affaire, etc. On peut arriver à les faire se mobiliser sur ces sujets. Mais si on n'y arrive pas, il y a d'autres moyens et il faut le faire. Voilà. Ce que tu disais, Pierre, c'est que plus on arrive auprès de l'inspecteur ou l'inspectrice avec un dossier structuré, bien étoffé, plus
l'agent est susceptible de prendre la balle. Ben oui, vous savez, toute affaire, c'est un dossier. Hein. Il faut vraiment, il faut prendre l'habitude de rencontrer régulièrement l'inspecteur. Il faut prendre l'habitude de lui expliquer en dehors du temps d'intervention de l'entreprise, quels sont les enjeux du dossier, les éléments matériels sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour traiter un sujet. Bon, il faut apprendre à aller chercher ces éléments matériels. Et puis ensuite, on voit bien la réaction de l'inspecteur, si il est sensible ou pas aux éléments qu'on lui rapporte. Mais la plupart du temps, quand même, on a une intervention. Le problème, c'est que moi, qui connais le fonctionnement du service de l'intérieur, c'est que les inspecteurs vont très très peu au PV, quoi. Ils vont très très peu à l'action pénale. Il y a un chiffre qui est effrayant. C'est en moyenne, au niveau national, en moyenne, il y a un PV par an et par agent. Donc, ma langue n'a pas dérapé là. C'est un PV par an et par agent. Autant dire que l'action pénale, il n'y en a pas, quoi. C'est honteux, c'est scandaleux. Moi, j'ai passé toute une partie de ma vie à mobiliser là-dessus et avec beaucoup de frustration à la fin. Je passais pour un emmerdeur. Mais c'est pas normal. C'est vraiment scandaleux. Donc voilà, il faut bien connaître les limites, mais parfois l'intervention de l'inspecteur va suffire à régler le sujet, hein, quand on rappelle à l'employeur ses obligations, que l'inspecteur rappelle à l'employeur ses obligations, qu'il rappelle aussi les sanctions qu'il encourt. Bon, l'employeur, il n'a pas trop envie d'aller au pénal, donc il va faire peut-être de façon minimaliste, mais il va faire. Et on progresse. Voilà. Donc moi je pense que c'est un outil. C'est pas l'outil miracle, hein, c'est pas avec ça qu'on règle tout, mais c'est un outil parmi d'autres. Bref, il faut pas le lâcher. Il faut pas lâcher le droit. Le droit est un outil, c'est pas le seul outil, mais il faut pas non plus lâcher l'action pénale parce que c'est l'outil ultime. Voilà, et quand même, il y a pas mal de condamnations, y compris sur des faits qui peuvent paraître légers, hein. Entendu. Alors, on arrive doucement à l'issue de notre rencontre. J'avais une dernière perche à te lancer, forcément dans le contexte, enfin dans le contexte, indépendamment du contexte, mais je ne sais pas si le CHSCT va revenir. En tout cas, il est demandé par un certain majorité des organisations syndicales, je peux si ce n'est toutes. Quand on forme en santé au travail actuellement, c'est toi, sans trahir ce que tu as pensé, puisque tu me disais que pour toi, la disparition du CHSCT, c'était un non-sens. Et comment on fait quand on est formateur pour trouver des stratégies de contournement pour essayer de pallier à la perte de moyens de prérogatives du CHSCT? C'est un non-sens parce que on a aujourd'hui un niveau d'accident du travail qui reste très élevé en France, avec des secteurs qui sont plus concernés que d'autres, et que dans les plus petites entreprises, si on n'a pas supprimé la compétence de l'élu sur le sujet, on a supprimé une instance qui permettait de se mobiliser exclusivement sur ces sujets-là. Et donc, dans les plus petites entreprises, on n'a plus maintenant ces questions sont traitées avec le reste, hein, dans un temps qui est très resserré. Une réunion de CSE, le plus souvent, ça dure 3 heures. Dans quelques cas, ça peut être 3h30, 4 heures, et il y a tout dans cette réunion. Et donc, très peu de temps pour aborder les questions de santé, de sécurité. Et on voit bien que du coup, le sujet est moins investi. Donc, c'est une catastrophe dans les circonstances qu'on connaît actuellement. Alors, comment arriver à récupérer le coup? C'est en discutant des ordres du jour. C'est en
essayant d'obtenir plus de réunions. C'est en partant du besoin particulier à l'entreprise, de voir comment, avec le chef d'entreprise, malgré tout, on arrivera à consacrer un temps suffisant pour traiter ces sujets. L'employeur ne peut pas se soustraire aux enquêtes d'accident. Alors c'est pas l'enquête accident, c'est pas de la réunion, mais c'est du temps consacré à la santé et la sécurité. On peut exiger de faire une enquête accident. Alors, ce ne sera pas tous les membres du CSE qui participeront à l'enquête, mais bon, on peut donc du coup réinvestir en temps et donc en attention sur le sujet. L'employeur a l'obligation de soumettre aux membres du CSE le DERP, mais aussi toute révision du DERP. À chaque fois qu'il modifie des conditions de travail de façon importante dans une unité de travail, il doit modifier le DERP. Mais quand il y a un accident du travail, il faut se poser la question de savoir si l'accident ne s'est pas produit par une défaillance dans l'évaluation des risques. Ce qui veut dire que lorsque l'enquête est effectuée, on va questionner la pertinence du DERP. Et donc tout ça, ça prend du temps. Et l'employeur ne peut pas s'y soustraire. Donc, on peut déplacer le curseur de cette façon-là. Hein. On n'est pas en réunion de la commission, parce qu'il n'y en a pas, mais par contre, on va exiger de passer du temps à tout ça. Et je disais, enfin, le texte dit aussi que le membre du CSE participe à l'évaluation des risques professionnels, c'est-à-dire que finalement, avant la production du DERP ou avant la révision du DERP, l'élu doit contribuer à analyser les risques professionnels, puis à rechercher les mesures de prévention à adopter pour supprimer ou éviter les risques concernés. Donc, c'est encore du temps. Et c'est du temps hors réunion, et c'est du temps hors enquête. Donc, voilà, on peut déplacer le curseur comme ça. Très bien, super exemple. Pierre, il y avait une question, ça sera ton mot de conclusion, enfin tu pourras l'intégrer dans ton mot de conclusion parce qu'on arrive. Il y a une question qui était posée, tu parlais de la voie pénale, quid du coût de la voie pénale, le coût financier de la voie pénale? Je pense que dans la mesure où... Alors, si le CSE décide d'engager une action pénale, c'est l'instance qui va agir. Donc, c'est pas un membre du CSE qui va décider, c'est l'instance. Et enfin, sur réserve de vérification, le CSE peut, sur ses budgets de fonctionnement, financer les coûts d'avocat pour cette instance. D'avocat et d'huissier, parce qu'il y aura des coûts d'huissier aussi. Des coûts d'huissier, ok. Parfait. Attention aux coûts d'huissier aussi. D'accord. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup de ton témoignage, Pierre. Très intéressant. Je pense que ça donne des clés, des premières clés, et ça amène à en savoir plus, hein, je pense. En tout cas, merci à toi pour le partage. Et Nicolas, je te laisse le mot de conclusion, sachant qu'il y avait une question dans la partie question qui demandait si, par exemple, le CSE Challenge était vendu indépendamment ou le futur Escape Game. Je te laisse répondre là-dessus sur le prix de vente catalogue des Challenge CSE. Bon, merci Rodolphe. Écoute, pour l'instant, on n'a pas prévu de mettre en vente les outils. C'est des outils à destination des formateurs, c'est du matériel pédagogique. Après, faut nous contacter, on peut discuter. On a un petit stock. Voilà, mais on n'en fait pas un objet commercial. Pour l'instant, c'est pas l'idée, parce que l'outil a son intérêt quand il est entre les mains de quelqu'un qui va pouvoir expliquer pourquoi la réponse est celle qu'on apporte. C'est plutôt un prétexte à la discussion. Mais bon, en tout cas, je vois qu'il y a eu beaucoup d'échanges. J'ai essayé de répondre au fur et à mesure dans le fil de discussion à celles que je voyais. Je vous remercie de cet intérêt et je vous encourage tous à ne pas hésiter à vous inscrire en formation. Cette année, c'est beaucoup les formations obligatoires parce que pour la plupart des entreprises, c'est la première année de mandat. Il y a des sujets de base qu'il faut effectivement connaître.
Et puis, il y a des tas d'autres sujets très pratiques qui méritent d'être éprouvés dans le temps. Et même si c'est sur un budget du fonctionnement du CSE, se faire accompagner par un formateur pendant une visite de site pour comprendre comment on fait en sorte que cette visite soit efficace, c'est une formation. Se faire accompagner sur des modifications de contrat de travail avec un juriste qui va expliquer pourquoi les clauses de ce contrat ont été écrites d'une certaine manière, c'est des sujets qui sont moins de début de mandat et qui néanmoins vous permettent de gagner du temps dans la pratique de vos mandats. Et puis voilà. Et puis je terminerai en disant qu'on a régulièrement des demandes de CSE qui disent bon, on voudrait une formation sur tel ou tel sujet. Je pense sur le harcèlement par exemple, qui est toujours un sujet un peu compliqué. Et on voudrait le faire de manière amusante et ludique. Et ben, on a une ingénierie pédagogique qui sait faire ça et qui sait organiser ça sous forme de jeu de rôle, de mise en situation, avec des gens qui se filment dans ces situations, et ça permet de traiter des sujets difficiles de manière bienveillante et détendue, et ça marche. Donc n'hésitez pas à demander, évidemment. Et merci à tous de votre attention. Merci à toi, Nicolas. Ton intervention, ta chute me fait rappeler, moi, pour chuter de mon côté Miroir Social, on avait eu l'occasion de faire un papier sur une formation il y a quelques années à l'INTEF, le centre de formation des inspecteurs du travail, où une formation sur le harcèlement, la prévention du harcèlement avait complètement dérapé, la mise en situation avait dérapé avec une plainte, etc. Enfin, c'était parti en cacahuète. Donc, les mises en situation sur des formations harcèlement, ça doit être bien fait, etc. Et ça peut être effectivement riche de sens, mais en tout cas là, c'était parti en cacahuète. En tout cas, merci à toi, Nicolas. Merci à toi, Pierre, d'avoir porté cette rencontre pour Promotea. Merci à vous dans la salle de votre participation. Compte rendu à suivre. Vous aurez tous les contacts. Vous aurez la présentation de ce qui a été affiché, hein, voilà, et au plaisir de vous retrouver, certainement sur un live peut-être un peu plus politique d'ici quelques jours, donc on entend de préparer ça, et donc je vous souhaite une très très bonne journée, et à bientôt. Merci, au revoir. Je coupe.